Avec un cours autour de 50 000 $ en ce moment, Bitcoin semble être dans un état de bulle excessivement dangereux. Du coup, nombreux sont les gens qui s'évertuent à expliquer en quoi Bitcoin va s'écraser mollement dans les semaines à venir. Pourtant, gardons l'esprit ouvert et regardons les éléments qui pourraient indiquer le contraire. Allez, c'est parti! Pour commencer, fondamentalement, pour justifier une hausse aussi extraordinaire, il nous faudrait une raison d'être extraordinaire. De ce côté-là, les arguments ne manquent pas. En soi, la plus grande promesse du protocole Bitcoin est de devenir une couche supplémentaire d'Internet. Bitcoin permettrait la naissance d'un Internet de la valeur. On est loin des seules considérations monétaires telles qu'on l'entend. Habituellement, une monnaie est attachée à un État en tant qu'attribut de son pouvoir. La monnaie permet à l'État d'avoir les moyens de ses ambitions à travers l'impôt. Un cran plus loin, le contrôle de la monnaie permet à un État d'être certain de capter la valeur créée dans un pays jusqu'à avoir la capacité ultime de réduire sa population à la misère s'il le faut. Fondamentalement, si la monnaie est toujours attachée à un État, c'est avant tout à cause d'un rapport de force. En théorie, un système économique pourrait très bien exister avec une monnaie libre et indépendante du pouvoir politique. Mais voilà, comme nous ne vivons pas dans le beau pays de la théorie, mais sur le dur continent de la pratique, les États se sont toujours arrogé le pouvoir monétaire grâce au pouvoir d'envoyer les gens en prison ou de les exécuter s'ils le jugent utile pour être pris au sérieux. Donc, pour que Bitcoin s'affirme pour de bon et pour de vrai en tant que monnaie, il lui faut un moyen d'être insaisissable, ce qui n'est pas simple, mais poussons le bouchon plus loin. Pour dissuader les gens de se révolter, et croyez-moi, l'émergence d'une tentative de monnaie libre sera bien perçue et traitée comme une révolte par le pouvoir en place, il faut pouvoir taper sur des têtes emblématiques. C'est le principal argument contre la blockchain Ethereum. Si un État envoie Vitalik Buterin, son fondateur, en prison et qu'il s'attaque à l'organisation Ethereum qui est basée en Suisse, cela pourrait mettre sérieusement à mal la blockchain Ethereum. À l'inverse, en ce qui concerne Bitcoin, son organisation est entièrement décentralisée. Il n'y a personne d'identifiable comme fondateur ou dirigeant de Bitcoin, si ce n'est Satoshi Nakamoto, mais voilà, cet homme, ou ce groupe de personnes d'ailleurs, reste totalement inconnu. On pourrait donc interdire Bitcoin localement par la loi, mais lorsque l'on ne fait pas d'exemple avec des personnalités qui incarnent un mouvement, c'est quand même moins efficace. Par ailleurs, interdire Bitcoin a déjà été tenté dans plusieurs pays et cela ne semble pas d'une efficacité incroyable quand on voit les cours du Bitcoin. On pourrait également se dire que les États qui ont interdit Bitcoin à ce jour ne sont pas non plus les plus influents de la planète. En attendant, en ce qui concerne la Chine, je vous ai expliqué dans cette vidéo que sa position est bien plus ambiguë que son apparente hostilité semble le laisser penser. En allant plus loin, mon petit doigt qui s'appelle Sébastien Gouspillou m'a dit que sur le terrain, le gouvernement chinois semblerait même tout à fait favorable à ce que sa population stocke du Bitcoin en prévision de l'avenir. Je rappelle que cette position serait un retournement pragmatique du gouvernement chinois, faute d'avoir pu l'interdire pour de vrai, purement et simplement. Donc, interdire Bitcoin n'est pas forcément impossible en théorie, mais en pratique, force est de constater qu'aucun État d'envergure n'a vraiment persévéré dans cette voie. Au final, en ce qui concerne le côté monétaire de Bitcoin, il n'est peut-être pas impossible qu'il soit suffisamment difficile à cerner pour que l'on ne puisse pas l'interdire. Un des facteurs fondamentaux de cette difficulté, c'est Internet. Interdire quelque chose sur un territoire fermé est une chose. Interdire l'usage de Bitcoin lorsque tout le monde a Internet en est une autre. Ça me fait un peu penser au téléchargement illégal. Quand j'étais ado, on pouvait télécharger très facilement des films sur Internet. On nous a promis tout un tas de lois pour restreindre le téléchargement, et au final, ce n'est pas la loi qui a tué le téléchargement, mais une offre payante articulée autour du streaming. Bref, si vous voulez interdire Bitcoin efficacement, il faudrait que les USA, l'Europe et la Chine se concertent et agissent ensemble. Pour le moment, ce n'est pas le cas, et en ce qui concerne la Chine, elle pourrait même faire la promotion de Bitcoin afin de favoriser la chute de l'euro et du dollar. Gardons à l'esprit que le dictateur chinois peut être taquin lorsqu'il le souhaite. Au-delà de cet aspect monétaire, qui serait déjà une révolution en soi, Bitcoin porte une promesse bien plus grande. Eh oui, vous avez tous entendu parler de smart contract et de la tokenisation. En un mot, tokeniser quelque chose consiste à déplacer sa valeur sur une blockchain. Par exemple, si je fais un token de ma maison, elle devient négociable de la même façon qu'une crypto-monnaie.
Allez voir ma vidéo sur la société Realty qui tokenise de l'immobilier aux USA. Ensuite, un smart contract, pour faire très simple et très court, c'est un ensemble de règles qui s'appliquent à un token. Dans les tokens de Realty, par exemple, il y a plein de smart contracts pour collecter et distribuer les loyers des locataires aux détenteurs de tokens Realty, par exemple. Bref, un smart contract permet de programmer le comportement d'un token, donc de programmer le comportement d'un actif financier ou d'une monnaie. Oui, potentiellement, ça envoie du lourd. Aujourd'hui, la tokenisation et les smart contracts sont l'apanage de la blockchain Ethereum. C'est même pour cela qu'Ethereum suscite autant d'enthousiasme. Pourtant, du côté de Bitcoin, lorsque l'on fouille et que l'on se renseigne, nous apprenons que les développeurs de Bitcoin travaillent sur des solutions très opérationnelles pour pouvoir créer des tokens et programmer des smart contracts à partir de la blockchain Bitcoin. Eh oui, pour ceux que ça intéresse, cherchez protocole RGB sur Internet. C'est pas simple à comprendre, mais si vous voulez vous y lancer, c'est ça qu'il faut chercher. C'est pour cette raison que les Bitcoiners maximalistes pensent que Bitcoin sera la seule blockchain debout à la fin de l'histoire, renvoyant toutes les autres au rang d'anecdote de l'histoire de la blockchain. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Franchement, je n'ai pas le niveau pour le savoir, et il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici là. Il n'empêche que la promesse est énorme. Fondamentalement, Bitcoin propose essentiellement d'être présent dans tous les échanges économiques. Je dis bien tous. Alors je ne dis pas que ça sera le cas. Il y aura forcément de la place pour autre chose. Mais fondamentalement, c'est ça, la promesse de fond. Donc, si vous rapportez les 874 milliards de capitalisation de Bitcoin au poids de l'économie mondiale dans son intégralité, ça laisse de la marge de manœuvre à la hausse du Bitcoin. Pour vous donner un peu le vertige, le marché obligataire mondial, qui serait tout à fait tokenisable et smart contractable, si je puis dire, en théorie, pèse tout de même 250 000 milliards de dollars. Ouais, c'est beaucoup. Bien, fondamentalement, c'est pour ça que les adeptes pur sucre du Bitcoin se contrefichent de la volatilité du Bitcoin et qu'ils profitent de toutes les baisses pour en acheter. Ils ont la foi. Et encore une fois, en théorie, si tout se passe pour le mieux, c'est pas forcément idiot. Y a-t-il un moyen de savoir si les marchés ont également foi dans le Bitcoin? En consultant mes outils sur Nestor, je me suis rendu compte que la progression de Bitcoin est loin d'être aussi extravagante qu'on ne le dit d'un point de vue graphique sur le long terme. Vous voyez cette courbe de cours qui laisse penser que c'est une magnifique bulle? Eh bien, si je la transforme en échelle logarithmique et que j'y ajoute une régression et des écarts types, je me rends compte que Bitcoin pourrait bien connaître la même évolution cyclique que n'importe quelle valeur de croissance en bourse. Selon cette interprétation qui nécessite de faire l'hypothèse forte que l'on a assez de recul significatif sur l'histoire de Bitcoin, alors aujourd'hui à 50 000 $, il est pile sur sa tendance de long terme. Étonnant, non? J'avoue avoir été surpris. De ce point de vue, Bitcoin n'est pas dans une bulle. Si elle a explosé et ensuite qu'elle a encore explosé, c'est possible, on peut exploser 2 fois. Bien sûr que non. Il connaît juste des variations de cours qui sont proportionnelles à sa croissance fulgurante. D'ailleurs, si vous pensez cela, alors avec Nestor, vous pouvez fixer votre propre stratégie d'investissement sur le Bitcoin. Nous allons prochainement ajouter un système d'alerte sur les cours et les niveaux de nos indicateurs. Ce qui est vraiment bluffant, c'est la pente de la croissance qui affiche un rendement annualisé de 164%. En moyenne, ça fait plus que doubler tous les ans. Pas mal, hein? Donc voilà, si vous voulez apprécier Bitcoin sur ses potentialités, vous ne manquerez pas de trouver des raisons pour en acheter. Pour tout vous dire, ma part d'espérance et de rêve fou dans le Bitcoin me laisse penser que peut-être nous pourrions avoir une démocratie monétaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagné. Mais bon sang, si une telle chose est possible, ça vaut vraiment le coup d'y porter attention. Comme dirait Maître Yoda, pris entre la Chine, l'Union Européenne et les USA, il y en a un autre. Honnêtement, combien d'espace de liberté réelle nous reste-t-il? Pas beaucoup. Alors je me prends à rêver d'une monnaie libre, même si je sais que les chances sont minces. Donc ne faites pas tapis avec votre épargne sur le Bitcoin, cela serait sûrement une bêtise. Mais sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!